Bonjour à toutes et tous. Oui, quelques mots d'introduction, Lucas, avant de te laisser la parole. Très fier de te retrouver et de te féliciter au nom de la commune de Liverdun pour ce que tu as fait, pour ce que tu nous as donné. Tu es parti de la mairie de Liverdun, place de l'hôtel de ville, entouré par ta famille, tes amis et de nombreux enfants liverdunois. C'était le samedi 4 février 2023. C'était il y a près de 17 mois, il y a près de 500 jours. Entre-temps, de Liverdun à l'île Chatham, le petit bout de terre le plus éloigné de notre cité, tu as traversé 25 pays, parcouru 55 000 kilomètres, rencontré près de 1100 conducteurs. Nous avons suivi tous ici ce périple via les réseaux ou l'Est républicain. Tu vas dans quelques instants le raconter, l'illustrer d'anecdotes et de ressentis, mais pour en avoir discuté avec toi mercredi, à ton retour, je sais que tu reprends à ton compte cette phrase d'Henri Miller « Une destination n'est jamais un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses. Voyager comme tu l'as fait, c'est découvrir l'autre et s'enrichir par lui. C'est sortir des préjugés et des idées préconçues. Par ta curiosité, par ta volonté de faire confiance à l'autre, tu sais que dans ce monde instable, traversé par les crises, touché par le dérèglement climatique, Liverdun aussi, il y a partout des gens qui, par leur richesse d'esprit, nous apprennent, nous ouvrent et nous renforcent. Tu m'as confié enfin, tu le développeras peut-être tout à l'heure, que la France est perçue partout comme la terre de la liberté, que partir loin de chez nous permet quelquefois de mieux percevoir la chance que nous avons de vivre ici, même dans ces temps pas toujours faciles. Donc merci à toi Lucas, avec d'autres, la région Grand Est, Pascal Perrin de la Confiserie Brébion, la ville de Liverdun t'a accompagné financièrement et en échange, tu as permis aux classes liverdunoises de Brassens et du Plateau de te suivre, d'échanger par visio avec toi au fil des découvertes. Tu as donné aux enfants de CM1 et CM2, je le sais, grâce à tes talents de pédagogue, il t'en a beaucoup, goût à la géographie, goût de l'aventure, goût et respect de l'autre. Merci aussi pour ça, particulièrement dans ces temps un peu particuliers ici. Et bravo à Sylvie et à Francis de t'avoir laissé partir pour mieux revenir. Alors, voilà, simplement pour conclure, la commune de Liverdun souhaite t'offrir un trophée pour te remercier tout ça, un trophée en neutre massif du Bois des Vosges qui retrace ton périple. Merci beaucoup pour le cadeau, ça tombe bien. J'en ai un aussi qui vient cette fois-ci de Madame la maire des îles Chatham et qui a quelque chose pour vous. Ceci est une enveloppe et une enveloppe assez particulière car la particularité des îles Chatham, c'est que c'est la première terre à célébrer chaque nouvelle journée et en particulier ce sont les premiers habitants à être entrés dans le 3e millénaire. Donc voici cette enveloppe avec une lettre de Madame la maire des îles Chatham. Madame la maire qui est de la tribu des Maoris et donc elle raconte un petit peu son histoire et son lien avec la France car lorsqu'elle a fait un grand voyage pour venir à l'antipode de son île et donc la seule fois que cette personne a quitté les îles Chatham c'était pour se rendre en France, donc elle raconte cela dans sa lettre. Merci, très touché. C'est en anglais, alors je ne peux pas vous la lire. J'aurais aimé. Enfin, ce serait assez ridicule. Mais voilà, bien résumé. Merci. Il était au fond, pardon. Et un autre petit cadeau qui correspond à une étoffe de chef de village. Alors, il faut savoir que dans beaucoup de pays, ils n'ont pas l'écharpe tricolore comme on est habitué en France, mais plutôt celle-ci. Donc, cette écharpe m'a été offerte par un chef de village en Indonésie, une tribu très reculée, il n'y a pas de route, pas d'eau chaude, pas d'internet, etc. Mais les gens ont quand même le cœur sur la main, donc je vous la remets solennellement.
Bonjour à toutes et à tous. Pascal Perrin de la confiserie Brebion. Je ne vais pas faire long. Je veux juste vous parler de la rencontre avec Lucas. C'est le maire d'Yverdun en octobre 2022, si je ne me trompe pas, qui me dit: j'ai un petit jeune à t'envoyer, il veut faire le tour du monde à pied, etc. Je dis: bon, bah, tu me l'envoies, on verra bien. Quand il est arrivé avec son merveilleux sourire, vous êtes mort. Donc ça a été fait très rapidement. On est une petite entreprise, hein, c'est du mécénat, du sponsoring, tout ça, c'est assez difficile. Et puis tout de suite, j'ai décidé de l'accompagner durant son voyage. On l'a accompagné à travers des confiseries, des sucettes. Beaucoup de personnes se posaient la question: mais comment il a pu avoir une gaufre au Laos? Alors ça, c'est toute la magie de Brebion. En fait, nous sommes connus internationalement. Ma voiture a pris des kilomètres, je vous promets, mais tout s'est bien passé. Soutenir Lucas, ça a été surtout par rapport à... il nous l'a prouvé durant tout son périple. C'est sa force de caractère, son courage, sa volonté, son côté positif. Il est tout le temps souriant. Et c'est des valeurs que j'aime avoir au niveau de mon entreprise, de pouvoir apporter quelque chose, avancer malgré la difficulté. On est dans un monde très difficile, un monde qui part en sucette, hein, ça, pas envie de dire, ou en cacahuète. Donc on a eu énormément de plaisir, et sur les réseaux sociaux ça a bien marché aussi. Pour nous, c'était aussi une excellente image. Lucas, un merveilleux ambassadeur. Merci. Et je tiens vraiment à te féliciter, surtout tes parents, par rapport à l'éducation qu'ils t'ont donnée et tout ce que tu as pu apprendre. Tu as un vrai exemple de cette belle jeunesse qui existe malgré tout, les difficultés. J'espère que tu vas continuer. Je pense que ton métier, tu vas l'abandonner. Ingénieur automobile, je ne te vois pas là-dedans, vraiment. Je te vois plutôt sur le siège du passager ou du conducteur. Moi, je te verrais bien faire de la télé. Hein, j'irai dormir chez vous, je te verrais bien. Tu peux déjà commencer par l'Yverdun pour faire un test. J'ai une chambre d'amis. Et voilà, je vous remercie. Alors, j'ai également un petit cadeau pour toi, Lucas, pour ton prochain périple. Hein, une petite sucette qui va t'accompagner. Entrez-vous. Alors, cette sucette, elle fait 16 kilos, ce qui représente alors consommation de sucre d'un adulte, grosso modo 30 grammes par jour. Conseillé, il y en a 7, 8, je suis diabétique, hein, donc je peux vous le dire, il y en a 7, 8 grammes qui sont pris volontairement, hein, le reste c'est des sucres cachés et tout ça. Donc là, t'en as pour 4-5 ans. Voilà. Merci. Merci beaucoup Pascal, je remercie vraiment la confiserie Perrin de m'avoir soutenu. La confiserie Perrin existe bel et bien, mais elle est à Pont-à-Mousson, ça n'a rien à voir. La confiserie Brebion pour leur soutien, de m'avoir fait confiance. Et donc voici un cadeau pour toi, la fameuse sucette qui a parcouru le monde, qui est restée tout le long du voyage dans mon sac à dos. La sucette qui a fait plus de 50 000 km d'autostop dans le fond de mon sac, qui a survécu aux fourmis, à la mousson, aux 49 degrés en Inde ou encore aux moins 38 degrés de Mongolie. Donc la sucette est toujours debout. Brebion, c'est du costaud, elle est toujours là. Et la voici. Merci à tous d'être présents aujourd'hui, ça fait très plaisir de voir tout l'engouement qu'a suscité le voyage et ce projet. Donc ma mère m'a toujours dit de ne pas monter dans la voiture des inconnus lorsque j'étais petit. Pourtant, au cours de mon voyage, j'ai désobéi 1100 fois à ma mère, mais je ne le regrette pour rien au monde. Le 4 février 2023, à l'Yverdun, je me tenais devant vous dans la salle de la mairie, la tête pleine de rêves, de désirs, de soif inextinguible de découvrir les habitants du monde. Ce jour-là, je n'avais jamais quitté l'Europe et ma vision du monde se limitait à ce que j'avais vu à la télévision, lu dans les livres ou aperçu sur Internet. Je pensais naïvement que partout on mangeait avec des couverts, ou du moins des baguettes, qu'il était naturel de demander son chemin à une femme dans la rue, que tous les calendriers du monde indiquaient la même année que chez nous, 2024,
Mais ce n'était pas le cas. Ce matin d'hiver, j'étais rempli de préjugés, d'idées reçues. En bref, je ne connaissais rien du monde. 500 jours d'autostop plus tard, j'ai discuté avec 1100 conducteurs dans près de 25 pays. C'est grâce à eux que j'ai pu réaliser ces 55 000 km d'autostop et accomplir mon rêve, rejoindre l'endroit habité le plus éloigné de France et de Liverdun, les îles Chatham, au large de la Nouvelle-Zélande. Uniquement à l'aide de mes 2 pouces, fonction route à droite, route à gauche. Pendant ces 500 jours, j'ai eu la chance d'être hébergé par des centaines de familles. Je suis passé par toutes les émotions possibles et imaginables, les pics d'adrénaline, les échecs et les succès ont rythmé mon quotidien. J'ai frappé à toutes les portes, lycées, universités, ONG, presse, associations ou encore consulat. Je ne me suis jamais fixé de limite, poursuivant chaque jour mon rêve de rejoindre la Nouvelle-Zélande en autostop, tout en rencontrant les habitants du monde. Cet objectif m'a permis de me transcender au quotidien. Chaque jour, je savais pourquoi je me levais. Je me suis émerveillé devant tout type de paysages, j'ai dégusté tout type de nourriture et expérimenté tout type de climat. J'ai toujours mis un point d'honneur à converser, discuter et sympathiser, mais surtout comprendre les habitants de notre planète. J'ai rencontré des individus de tous les milieux sociaux, allant du fermier indien au millionnaire chinois, en passant par le dresseur de chevaux kazakh ou le banquier australien. Pourtant, j'ai toujours trouvé des âmes charitables acceptant de me faire monter dans leur véhicule. La gentillesse, véritable pierre angulaire de cette odyssée humaine, est sans doute la plus grande découverte de ce périple. Si parfois j'attendais plus longtemps sur n'importe quelle route de n'importe quel pays, j'ai toujours trouvé des conducteurs répondant à mon appel du pouce. Mettant le partage au cœur de cette aventure, je me suis attelé à le faire avec les écoliers de Liverdun, avec lesquels j'ai pu faire 50 vidéoconférences, les lecteurs de l'Est républicain, par le biais de 30 articles, les abonnés des réseaux sociaux, 30 000 abonnés en tout cas sur Instagram et TikTok, ou encore les auditeurs de RTL, où je suis passé 4 fois. J'ai aussi tâché de partager cette aventure avec les locaux, conférences dans les lycées, associations et ONG, mais aussi avec la presse. Cette communication se couronna par un superbe article dans le Times of India, le plus grand journal anglophone du monde. Je suis allé à la rencontre de lieux et de personnages importants de l'histoire, qu'ils soient sombres ou lumineux, sans jamais juger. Je n'ai jamais cherché qu'à comprendre et à transmettre. L'écart peut parfois être grand lorsqu'on visite la maison natale de Staline ou lorsque l'on va chez Mère Teresa, lorsqu'on visite le champ de bataille de Dien Bien Phu ou les vestiges de la guerre de Troie, ou encore dans la ville natale de Mao ou lorsque l'on va rencontrer le Dalai Lama. Tous ont joué un rôle dans l'histoire. Alors, beaucoup m'ont demandé comment m'est venue cette idée. Vous êtes très nombreux à me l'avoir demandé. Alors, lorsque j'avais 18 ans, l'association Zelidja m'a remis une bourse pour partir explorer pendant 5 semaines l'Écosse. Autostop, nuit chez l'habitant, découverte d'un peuple d'une manière unique. Cette expérience, je la dois à Zelidja, mais en particulier à Jean-Pierre Moureau, qui se trouve ici et qui peut se lever, directeur Grand Est de la Fondation Zelidja. Je tiens également à remercier mes parents, mon père et ma mère, qui m'ont permis de vivre cette aventure à fond, qui ont été d'un immense soutien. Mon père qui a appelé peut-être une petite dizaine d'ambassades lorsque j'avais des problèmes avec les forces de l'ordre. Ils ont été d'un soutien au quotidien, ils m'ont permis d'échafauder ce projet et c'est grâce à eux que j'ai réussi à arriver où je suis. Donc le petit Liverdunnois que je suis, qui partait pour les îles Chatham ce matin de février, a bien grandi. Le temps est toujours le même lorsque je reviens, mais laissez-moi vous présenter mon histoire, le rêve d'un jeune que j'ai eu lorsque j'avais 18 ans et que je viens d'accomplir aujourd'hui, 500 jours d'autostop. Donc pour aujourd'hui, je vous propose une présentation en 3 parties. Dans un premier temps, je vais essayer de revenir sur les moments forts de ces 500 jours en autostop, car il y a eu beaucoup de moments forts, donc c'était assez difficile de faire un tri. Ensuite, voilà, l'autostop école de la vie, une partie où je vais expliquer peut-être les rencontres que j'ai appris grâce à l'autostop et toutes les personnes qui m'ont fait monter dans leur véhicule. Et enfin, une troisième partie sur les réflexions, les questions qu'on peut se poser lorsqu'on voyage à travers le monde en 2023 et en 2024. Donc voici une petite animation du parcours. Donc voilà, je suis parti de France, après Italie, Vatican, traverser la mer Adriatique pour arriver en Albanie, Grèce, Turquie.
Ensuite, la traversée du Caucase, mer Caspienne. Ensuite, on arrive dans toute la zone de l'Asie centrale, Kazakhstan, Ouzbékistan, etc., où j'ai passé plus de 2 mois au carrefour des mondes. Et ensuite, j'ai rencontré un petit problème. Les Chinois m'ont refusé mon visa dans un premier temps, ce qui fait que j'étais bloqué entre l'Afghanistan et la Russie. Donc, je n'ai pas eu d'autre choix pour continuer l'aventure que de prendre l'avion pour aller en Inde. L'Inde n'était pas prévue au cours de ce voyage. Et au final, c'était un immense coup de cœur, mon pays préféré. J'y ai passé plus de 4 mois à la rencontre des Indiens. Et ensuite, mes problèmes pour quitter le pays. L'Asie du Sud-Est. Avant, en décembre 2023, les Chinois ont assoupli les mesures pour rentrer en Chine et j'ai sauté sur l'occasion. J'ai pris un train pour revenir à la frontière du Kyrgyzstan où j'avais été bloqué 6 mois plus tôt et je me suis remis à traverser la Chine et la Mongolie en autostop. C'était l'hiver, il faisait moins 20, moins 25, mais c'était une expérience exceptionnelle au grand froid avant de repartir, longer le Pacifique avec l'objectif d'arriver aux îles Chatham. Donc voilà, Thaïlande, Malaisie. Ensuite, beaucoup de bateaux, car lorsqu'on arrive au fin fond de la Malaisie, voilà, on a traversé toute l'Eurasie, il n'y a plus que de l'eau, plus que des îles, donc ça fait bizarre. Donc j'ai réussi, je suis assez heureux d'avoir fait de l'autostop et du bateau-stop énormément en Indonésie. C'était bien plus facile que ce que je croyais. Et ensuite, même, il pas réussi à trouver un ferry pour arriver jusqu'en Australie. Donc ensuite, 50 minutes d'avion entre le Timor oriental et le nord de l'Australie. J'ai passé plus d'1 mois à traverser toute l'Australie du nord au sud. Un gigantesque pays avant de m'envoler vers la Nouvelle-Zélande. Et en particulier les îles Chatham, destination finale du voyage. Donc j'ai dû composer pendant tout ce voyage, pendant ces 55 000 km d'autostop, avec les problèmes géopolitiques qu'il peut y avoir à travers le monde. En particulier lorsqu'on quitte l'Europe, le monde n'est pas si rose. Donc il a fallu composer avec cela, composer avec les forces de l'ordre, les visas, etc. Mais la chance en tant que Français d'avoir un visa qui est un des plus puissants au monde et qui permet pour les 3/4 des pays, juste avec le passeport, de pouvoir rentrer, pas besoin de visa. Donc vous pouvez voir voilà, la carte de l'aventure. Donc quelques chiffres, 500 jours, et très exactement, lorsque j'ai compté depuis le 4 février, très étonnamment, ça tombait sur ces 500 jours. 55 000 km grâce à 1100 conducteurs. Donc après, il y a certains conducteurs en Inde qui faisaient juste 200 mètres. 2 fois qui faisaient plus de 2000 km. Donc il y a eu vraiment tout type de conducteurs, de moyens de transport et plus d'une centaine d'autres, des autres chez lesquels des fois je restais plus d'une semaine et qui j'ai créé de véritables liens. Donc très heureux d'avoir réussi à être hébergé par les habitants du monde, par les habitants de tous les pays, sans exception. Donc grande fierté de ce point de vue-là. Donc voici le contenu que j'avais lorsque je suis parti. Cette photo a été prise la veille du départ avec tout le matériel. Donc j'avais que 10 kilos dans mon sac à dos. J'avais tout de même le matériel de couchage, une toile de tente, un duvet, un tapis de sol, etc. Une petite tablette pour faire les montages vidéo, etc. Les articles de blog que vous avez été nombreux à lire. Quelques médicaments que ma mère m'a demandé de prendre. et 2 tenues complètes. Donc voilà, je voyageais extrêmement léger, 10 kilos, tout compris. Donc c'était pas mal. Et donc là, vous pouvez voir, c'est ce qui reste à la fin. Donc au final, voilà, tout ce qui était les habits, les serviettes, médicaments, etc. Il y a pas mal de choses que j'ai dû me séparer. Et en fait, j'ai beaucoup racheté de vêtements au fur et à mesure du voyage. Vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question. Car en fait, lorsqu'on se rend compte du prix du textile dans ces pays, voilà, c'est vraiment extrêmement peu cher. Des chemises, des pantalons pour 50 centimes, 1 euro. Donc voilà, j'ai pu me réhabiller sur place et comme ça, j'avais les habits des locaux pour essayer de me fondre dans la masse. Avec mon 1m87, c'était pas toujours facile, mais j'ai tenté de le faire. Il y a une croix que les gens aimeraient bien que tu leur expliques. J'ai l'impression que tu as perdu quelque chose. Ça, c'est le t-shirt et le pantalon, c'est pour ça. Oui. Donc ce pantalon trop court qui nous vient du Vietnam, c'est le plus grand pantalon du Vietnam que j'ai essayé de trouver. Je fais tout le tour. Dans un pays où des gens mesurent 1m60, c'était un défi de trouver ce pantalon, mais encore un peu trop court.
Donc, ce voyage en autostop, on pourrait penser voilà, que c'est que avec des voitures, mais il y a eu énormément, une dizaine de véhicules différents. Donc voilà, bien sûr, de l'autostop avec des voitures, du camion-stop avec des camions, même si ça c'est assez classique, mais il y a beaucoup de véhicules un peu plus loufoques. Donc voilà, beaucoup de motostop, de mobilette stop, des fois du tuk-tuk stop. Lorsque j'étais en Inde, lorsque j'étais au Kazakhstan, j'ai eu l'immense chance de faire du char stop. C'est pas avec celui de la photo, mais avec un autre. Donc à la sauce kazakh. Du bateau stop pour traverser les différentes mers qu'il y a en Indonésie. De la pirogue stop lorsque c'était pour remonter les fleuves d'Asie du Sud-Est, pour remonter le Mékong en particulier. Du cheval stop, toujours au Kazakhstan, pays étonnant. Et voilà, différents endroits pour faire de l'autostop. Je propose avec vous de revenir sur peut-être le trajet le plus marquant que j'ai fait lorsque j'ai traversé toute la Chine en autostop pendant une semaine. Donc lorsque je suis revenu de la frontière, j'avais pris le train pour revenir jusqu'à la frontière du Kyrgyzstan où j'avais été bloqué plusieurs mois plus tôt. Et j'ai traversé toute la Chine par moins 20 degrés. Je suis tombé sur Li, un conducteur chinois avec qui j'ai parcouru 2500 km. C'est le record. C'est la personne avec laquelle j'ai parcouru le plus de kilomètres. Donc voilà, il faisait moins 20 degrés. Heureusement, j'avais une bonne couverture dans le camion. De toute façon, avec Monsieur Lee, il valait mieux en avoir une bonne. Et du coup, tous les deux, on a surmonté les galères. Donc j'ai vraiment découvert le quotidien des chauffeurs routiers. On a connu les embouteillages, des pannes d'essence, des mauvaises directions. Comme il faisait moins 20 degrés, tous les matins, on devait déglacer le camion. Car il était givré, il était gelé. Un jour, on est tombé en panne d'essence et la station essence est également tombée en panne d'essence. Donc on a dû attendre une journée que la situation se débloque. Une autre fois, on a dû attendre que la route soit dessalée, car la route pour traverser le désert de Gobi était complètement enneigée par la température extrême. Je tiens à préciser que lorsque j'étais à Pékin, ils ont battu le record de froid depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faisait moins 20, moins 25 degrés, donc ils n'avaient jamais connu ça, donc c'était des conditions assez spectaculaires. Donc pendant 5 nuits, j'ai dormi sur la couchette supérieure du camion pour découvrir un peu le quotidien de Monsieur Lee, un quotidien assez particulier. Il conduisait plus de 15-16 heures par jour, pas vraiment de loisirs, pas vraiment de passion, sans trop de nouvelles de sa famille, qui voyait simplement une fois tous les 15 jours, sans tellement de repos. Donc voilà, une vie assez particulière dans laquelle j'ai eu la chance de m'immiscer. Ensuite, je tiens à revenir avec vous sur un grand moment de ce voyage, la marche du sel, lorsque j'étais en Inde. Donc, cette marche du sel, c'est un parcours de 330 km qui a été effectué par Gandhi en 1930 pour protester contre les impôts et la colonisation des Anglais, de l'Empire britannique. Et lorsque je suis arrivé dans la ville natale de Gandhi, je suis tombé sur cette carte et je me suis dit que ça pouvait être un défi de plus. Donc il n'en fallait pas plus pour faire cela. Marcher pendant 8 jours, 330 km, ça fait, à titre de comparaison, un marathon marché par jour pendant tous les jours. Avec un sac à dos de 15 kg, environ 35-40 degrés, 90% d'humidité pendant la mousson. Mais c'était une excellente expérience. Voilà quelques images pour illustrer cette illustration, parce qu'en fait, pendant 8 jours, j'ai vécu une immersion complète dans la vie des campagnes indiennes. Je me suis aventuré dans des petits villages où les habitants n'avaient jamais vu d'étrangers de leur vie. J'ai pu avoir des échanges extrêmement passionnants. J'aurais pu penser qu'ils auraient été méfiants, qu'ils auraient pu me repousser, m'ignorer, etc. Et au final, c'est tout le contraire qui s'est passé. Tous les soirs, je dormais grâce à eux. Tous les jours, je mangeais grâce à eux. Mais surtout, tous les jours, j'apprenais grâce à eux. C'est ainsi que j'ai vécu avec 1 euro par jour pendant ces 8 jours. 1 euro que j'utilisais uniquement pour m'acheter des sodas et avoir l'énergie, le sucre nécessaire pour pouvoir marcher et endurer ces 40 km sous 90% d'humidité. Donc plongé dans la vie rurale, j'ai découvert comment on plante le riz, à quoi jouent les enfants, les petits-enfants indiens dans les cours de récré, la manière dont on fabrique les couteaux agricoles,
la façon dont on lave les vêtements à la rivière, ou bien comment les bergers de buffles font franchir des routes inondées à leurs troupeaux, car c'était lors de la période de la mousson. Il y avait même des petits villages qui se transformaient un peu comme le Mont Saint-Michel à cause de la mousson. Il y avait 1 mètre d'eau partout et les routes étaient complètement inondées et les gens ne pouvaient plus accéder à leur village, ils se retrouvaient isolés. Donc cette contemplation en fait de microcosme, de petits mondes indépendants où le troc, l'entraide et la générosité semblent avoir remplacé l'argent m'a énormément fasciné, car ces villages sont quasiment en autarcie, ils sont indépendants, ils produisent leur propre nourriture, ils produisent tout ce qu'ils ont besoin. Et donc c'était absolument génial, couplé à la prouesse physique. Ces 8 jours qui m'ont extrêmement changé, surtout que j'étais au début de mon périple en Inde, cette immersion complète. Où les Indiens, voilà, c'est une région magnifique de l'Inde et j'ai extrêmement adoré l'Inde et ça en fait partie de mon des plus beaux souvenirs. Ensuite, lorsque je suis arrivé à Calcutta, à la toute fin de mes 4 mois en Inde, j'ai été bénévole pendant quelques jours chez Mère Teresa. Alors Mère Teresa, elle a créé un organisme, les Missionnaires de la Charité, où il y a des milliers de centres à travers le monde qui viennent en difficulté et qui viennent en aide aux personnes en difficulté par un biais de maisons de retraite, de mouroirs, de centres pour enfants handicapés, etc. Et donc j'ai eu la chance pendant plusieurs jours de pouvoir y aller faire un tour. J'ai fait connaissance avec des volontaires et des bonnes sœurs qui apportent la joie, le sourire et l'allégresse au milieu de mourants et d'enfants handicapés. Donc ça m'a vraiment fasciné. Ça a beaucoup retourné. Je m'attendais à trouver un climat glauque, morbide ou macabre en raison de la détresse de ces gens, des personnes qui sont en phase terminale et qui sont soignées au Doliprane lorsqu'il y en a. Mais pourtant, les aidants, les bénévoles, les bonnes sœurs apportent cette lumière, cette gaieté, l'amour vraiment ressurgi de tout cela. Et si je m'attendais à trouver la mort en ces lieux, c'est bien la vie que j'ai rencontrée. Une expérience extrêmement marquante. Voilà, ce n'était pas prévu d'y aller, mais c'était un moment très édifiant de ce voyage. Ensuite, lorsque je me suis trouvé au Laos, j'ai rencontré Monsieur Ki, que vous pouvez voir sur la gauche de l'image. Monsieur Ki, qui est chef d'un village laotien, un village complètement coupé du monde. Donc c'est une communauté de 200 habitants qui se trouve à 2 heures de marche et 1 heure de pirogue de la première route bitumée, du premier médecin, du premier supermarché. Dans le village, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas grand-chose en fait, il n'y a même pas d'internet. Donc c'était une vie complètement coupée du monde pendant 1 mois où j'ai pu découvrir le quotidien de ces habitants, les Lao. Et donc en fait, en échange du gîte et du couvert, j'étais hébergé par le chef du village à qui j'enseignais 4 heures d'anglais à son fils Toui qui avait 18 ans et également le fils. Donc on faisait l'anglais en 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, et pendant ce temps j'allais pêcher avec lui. Il me montrait un peu son quotidien. Vous pouvez voir en haut, c'est quand on allait nourrir les cochons, les porcs du village. J'ai également eu la chance d'assister à un mariage, une cérémonie traditionnelle bouddhiste. Ils sont bouddhistes au Laos. Également pu aller chasser, aller pêcher. Et juste cette photo, c'était la photo en sortie de cabanon en bois, dans lequel j'ai logé pendant 1 mois. Donc vraiment une super expérience chez Monsieur Ki. Vous pouvez voir avec sa femme et son fils. Donc chez Monsieur Ki, c'était du riz matin, midi et soir. Du riz très bon, du riz produit par Monsieur Ki, par ses terres. Donc une très belle expérience chez lui. Ensuite, juste à côté du Laos se trouve le Cambodge, où j'ai eu la chance de courir le marathon d'Angkor. Donc ce n'était pas prévu, en fait, lorsque je me baladais à travers les ruines de la cité. J'ai eu la chance de rencontrer des bénévoles qui m'ont introduit et qui m'ont donné un dossard pour courir le marathon. J'avais jamais couru de marathon, j'avais pas spécifiquement d'entraînement, si ce n'est que je marchais 15-20 km par jour avec mon sac à dos. Je n'avais même pas de tenue. Et je me suis lancé dans un défi de plus, de courir un marathon. J'ai réussi à franchir la ligne d'arrivée, une immense fierté de courir ces 42 km en un peu plus de 4 heures, malgré ces 35 degrés, une humidité étouffante, sachant que je n'avais jamais couru de marathon, donc je suis parti bien trop vite, mais j'ai quand même réussi à aller au bout. Donc c'était un beau moment.
Donc j'ai toujours tenu à partager cette aventure, que ce soit avec les personnes sur les réseaux sociaux, avec les écoliers de l'Yverdun, etc., mais également avec les locaux. Donc par le biais des universités, des lycées, des ONG, j'ai donné pas moins de 40 conférences tout au long du voyage. Ces conférences où j'allais rencontrer, je frappais à la porte spontanément des lycées, des ONG, des universités pour aller rencontrer avec les jeunes du monde, pour essayer de leur présenter un petit peu, essayer de leur ouvrir un peu l'esprit, de les motiver à apprendre les langues étrangères. Des fois, ça pouvait être leur présenter la France, leur présenter le monde, car il y a beaucoup de personnes qui n'avaient jamais voyagé. Essayer de leur transmettre des valeurs, de leur donner de l'espoir, de les enthousiasmer, car dans beaucoup d'endroits du monde, les enfants n'ont pas les mêmes opportunités que comme on pourrait avoir en France. Il y a beaucoup d'enfants qui ont 15 ans, qui ont 20 ans, qui sont jamais allés à plus de 20 km de chez eux. Donc, essayer de leur donner de l'espoir, transmettre des valeurs. Et c'était un moment très enrichissant. Et de nombreux temps d'échange avec eux, et lorsque je leur présentais le monde, la France, eux me présentaient leur pays, donc il y avait vraiment un échange réciproque, mutuel entre nous, et c'était des très beaux moments. Vous pouvez voir ici ces jeunes, c'était avec des étudiants mongols de Ulaanbaatar en Mongolie, dans un lycée professionnel, et ici c'était à l'université centrale Pékin, donc qui est partenaire de mon école d'ingénieur. Et juste ici, c'était une classe verte en Indonésie, où j'ai passé 4 jours avec des lycéens d'un lycée professionnel. Donc le principe de la classe verte, eux, ils réparaient en fait des mobylettes, des générateurs électriques, etc. Ils étaient nourris et logés par les habitants du village. Et moi, je leur apprenais l'anglais, je leur transmettais, je leur partageais un peu ce que j'avais vu de leur pays, des autres pays. Et le principe de la classe verte était super. Moi, je pouvais leur apprendre l'anglais. Eux, ils pouvaient me montrer comment réparer une mobilette ou une bobine d'un générateur électrique. Donc, je réalisais qu'eux aussi pouvaient m'enseigner des choses, qu'ils s'y connaissaient plus que moi dans certains domaines, etc. Ce qui était, ils avaient du mal un peu à réaliser ça. Cette prise de conscience les a beaucoup illuminés. Cela a vraiment donné confiance en eux. Donc, c'était un beau moment. De très beaux moments d'échange, et c'était génial de pouvoir les motiver et de montrer qu'eux aussi ils sont capables. Donc un très beau moment d'échange avec ces 200 jeunes indonésiens. Ensuite, autre grand moment, celui d'arriver aux îles Chatham. On peut voir 500 jours séparent ces deux poteaux entre le départ de Alzon, qui se trouve dans les Cévennes, dans le sud de la France, qui correspond à l'antipode exact des îles Chatham. Les îles Chatham qui sont vraiment toutes petites. Titre de comparaison, elles sont 5 fois plus petites que la Meurthe-et-Moselle. L'endroit le plus éloigné de France, l'endroit le plus habité, le plus éloigné de l'Yverdun. On ne peut pas aller plus loin. Lorsque j'étais vraiment au bout du monde. Donc 500 jours et 55 000 km ont été nécessaires. Et ce qui est rigolo, c'est que le bout du monde, ça correspond à 20 000 km en distance si on reste à la surface de la Terre. Mais si jamais on creusait un trou à la verticale, il faudrait faire que 12 800 km. Bon, je vous rassure, je n'ai pas fait ça, j'ai pris l'avion pour rentrer. Mais ça aurait été une autre possibilité. Donc vraiment, l'arrivée aux îles Chatham, un immense moment. Ensuite, il y a quelques lieux célèbres que j'ai pu aller. Donc vraiment une petite liste, la Tour de Pise, le site de la guerre de Troie, avec le cheval de Troie qui est utilisé dans le film avec Brad Pitt. Par exemple, la maison de Frodon, et également de nombreux lieux de tournage du Seigneur des Anneaux lorsque j'étais en Nouvelle-Zélande. Des fans de Bilbon. Dans la salle. Ensuite, également le lieu de Gladiator, là, c'est difficile à reconnaître parce qu'il n'y a pas le chandelet, mais c'est la scène finale. Il passe la musique et il a la main. Je suis allé à cet endroit exact dans le nord de l'Italie. Le mont Arara, qui se trouve à la frontière entre la Turquie et la Géorgie, où selon la Bible serait arrivé l'arche de Noé. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Également la plage de Koh Lanta. Donc moi j'aimais bien Koh Lanta et Pékin Express quand j'étais petit. Donc je me suis dit je vais aller à Koh Lanta en faisant Pékin Express. Et du coup, lorsque je suis arrivé dans le sud de la Thaïlande, c'était juste mythique. Et cette photo, en fait, elle a été prise depuis le campement de l'équipe jaune lors de la toute première saison de Koh Lanta. Il n'y avait même pas Denis Brognard, pour vous dire. Mais voilà, ça faisait quelque chose d'y aller. Également 3 merveilles du monde.
les 3 qui se trouvaient sur mon chemin, le Colisée au tout début du voyage, le Taj Mahal et la Grande Muraille de Chine. Maintenant, je vous propose d'entamer la deuxième partie, l'autostop, l'école de la vie. Car pourquoi j'aimais cette expression d'école de la vie? Car pendant 500 jours, mes enseignants ne se trouvaient pas dans une salle de classe, mais au volant de leur véhicule. C'est ainsi que j'ai pu échanger avec des personnes de tous les milieux professionnels, de tous les bords politiques, de toutes les cultures, et exerçant toutes les religions possibles. Parmi les 1100 conducteurs qui m'ont fait monter dans leur véhicule se trouvaient des philosophes, des chercheurs, des religieux, des enseignants ou simplement des travailleurs qui ont pris du plaisir à me partager ce qui les faisait vibrer au quotidien. Découvrant chaque jour un peu plus que la véritable richesse se trouve dans l'autre, je prenais à chaque fois un immense plaisir à converser avec des gens, à découvrir leur quotidien et à apprendre à leur côté. L'autostop m'a enseigné de nombreuses choses, la patience, la persévérance, réaliser qu'on ne peut pas tout contrôler, à lâcher prise, prendre à faire confiance, à se faire confiance, sourire autant de fois que possible. Mon sourire a sans doute été la meilleure arme, peut-être même plus que mon pouce. Réaliser qu'on a besoin des autres, car en effet, seul, je n'aurais jamais pu réaliser ce voyage. Ce voyage, c'est peut-être le mien, mais c'est surtout celui de 1100 conducteurs qui ont accepté de me faire monter dans leur véhicule et qui m'ont fait confiance. L'autostop, ça ouvre la possibilité à quiconque est assez fou pour tendre son bras au bord des routes de rencontrer un maçon, un boulanger, un vigneron, un chef d'entreprise, un restaurateur, un trader, un ingénieur, un médecin, un avocat et surtout un routier. Vous l'aurez compris, c'est l'ensemble de la population qui peut s'arrêter et offrir une discussion enflammée, sachant que je ne les reverrai pas, ces automobilistes se livrent à cœur ouvert sur des enjeux de société, leurs problèmes personnels, leur philosophie de vie. Ils se livrent comme jamais, c'est à ce titre que je rentre profondément dans leur vie, dans leur quotidien. Car pour moi, voyager, c'est comprendre. Comprendre la culture d'un pays, ses habitants, ses coutumes, ses pensées, ses tendances. Quoi de mieux alors que de faire du stop et de s'offrir une parenthèse dans la vie de tous ces individus. Un nombre important de personnes me prenant dans leur véhicule m'ont invité à manger, séjourner chez eux et visiter leur région. Il y a énormément de choses que je n'aurais pas pu faire avec eux et je vous illustre quelques aspects assez marquants de ce voyage. Par exemple, ça c'était un mariage lorsque je me trouvais en Indonésie. Tout au-dessus, c'est lorsque je me suis fait interviewer par la télévision indienne, etc. Et toutes ces opportunités, toutes ces perches qui m'ont été tendues, c'est grâce à des personnes qui m'ont prise dans leur voiture, une discussion s'est épaissie et que j'ai pu réaliser cela. Là, c'est des cultivateurs de patates en Indonésie qui m'ont invité à casser la croûte parce que leur manager m'avait pris en autostop. Donc voilà, tous ces moments uniques que j'ai pu vivre grâce à l'autostop. L'autostop m'a aussi permis de découvrir la beauté de notre monde, la richesse du genre humain, mais surtout celle de notre planète. Des plages de sable fin en Thaïlande ou au Vietnam, au désert gelé mongol, en passant par la jungle indienne, le bush australien ou encore les contreforts du Caucase. J'ai découvert tant de lieux fantastiques et merveilleux. Grâce à l'autostop, j'ai toujours écouté les conseils des locaux, des gens qui me faisaient monter dans leur voiture, qui me disaient tiens, va dans tel endroit, c'est sympa. Et ça a payé, ça a apporté ses fruits. L'autostop m'a surtout permis de savourer des plaisirs simples, car lorsqu'on est loin de la douce chaleur du foyer de l'Hiverdin, on semble profiter sans pareil des petites choses que nous offre la vie. Les émotions partagées, le confort d'un instant, autant de moments revigorants pour le voyageur qui n'a peut-être plus tellement de repères et qui se raccroche à ce que lui offre et lui apporte la vie. Les éléments climatiques, les attentions portées à soi peuvent vite modeler l'état du voyageur. On peut avoir une immense palette de couleurs, d'émotions lorsqu'on voyage. Ça va très très vite, surtout si on est un peu impulsif. Donc voir une voiture s'arrêter, le sourire d'un inconnu, une douche chaude, un conducteur qui propose de mettre la clim lorsqu'il fait 45 degrés, un autre qui me demande si je prends mon café avec un sucre, être déposé dans une grande ville mythique, arriver à Pékin, arriver à Sydney, arriver à Bombay, pouvoir avoir un miroir lorsqu'on va aux toilettes, avoir une douche chaude ou simplement laisser sa brosse à dents sans la ranger le lendemain, tant de plaisirs simples que j'ai su redécouvrir grâce à ce voyage. Ensuite, j'ai également découvert de nombreux animaux que je n'aurais pas forcément cru l'existence ou cru possible de voir.
en particulier le somptueux albatros des îles Chatham, qui est unique au monde. Il est endémique des îles Chatham, caractéristique par son bec jaune. Je suis parti une journée à la pêche avec un pêcheur de langoustes, et du coup il y avait énormément d'albatros qui tournaient autour du bateau. J'ai pu voir des éléphants dans leur état sauvage en Inde, des écureuils kazakhs, des otaries ou des phoques néo-zélandais, tant d'animaux extrêmement sympathiques, des kangourous australiens, des chameaux, dans énormément de pays que j'ai su voir et que j'ai apprécié de voir. Notre monde est beau, regorge d'animaux, de paysages fabuleux, et l'autostop, voilà, lorsque vous vous baladez au bord de la route, lorsque vous tendez le pouce ou vous montez avec un conducteur que vous croyez un émeu ou un kangourou en plein milieu du bush australien, lorsque vous croyez des éléphants ou un lion parce que vous faites de l'autostop en Inde, voilà, tant de plaisir, ouais, c'est vraiment magnifique. Le lion, il vient pas aux Odamnéville ? Non, il n'est pas aux Odamnéville cette photo, non. Il y a également tout type de nourriture que j'ai pu expérimenter. Donc là, je vous mets un petit cocktail de ce que j'ai pu monter. Aux pâtes en Italie, les magnifiques tables du Tadjikistan avec les fameux pains, tous les corbeilles de fruits secs, etc. Les fameux thalis que j'ai mangés pendant 4 mois en Inde, les kebabs en Turquie, ou alors la viande de cheval en Mongolie. J'ai dégoûté tout type de plats. Et énormément de piment, car dès qu'on quitte l'Europe, on se rend compte qu'on mange assez pimenté. Et ça fait une bonne transition pour la partie suivante, car je tenais à vous parler de cette capacité d'adaptation, car c'était également une grande leçon de ce voyage, de se rendre compte que le corps humain s'adapte énormément et s'adapte à tout. Donc je vous mets cette petite citation de Darwin qui dit que l'espèce qui survit, c'est pas la plus forte ni la plus intelligente, mais c'est celle qui s'adapte le mieux au changement, qui s'adapte le mieux voilà, à l'environnement. Et je trouve que ça reflète bien l'esprit de ce voyage. Donc vous pouvez voir, il y a plus de 80-90 degrés qui séparent ces deux photos. Lorsque j'étais sur la Grande Muraille de Chine, il faisait moins 35 degrés. Voilà, je ne savais même pas que c'était possible qu'il fasse aussi froid. Il faisait 48 degrés au Taj Mahal. Et outre voilà, le fait qu'on s'habitue au climat, qu'on s'habitue aux températures, qu'on s'habitue au vent, à l'humidité, on peut s'habituer au piment, on peut s'habituer au manque de sommeil, on s'habitue également au fait de manger avec sa main ou de s'essuyer avec sa main. Également de nombreuses questions, de l'incertitude, des questions qui peuvent être existentielles, mais qui, au final, lorsqu'on voyage, on s'y habitue. Où dormir? Est-ce que mon conducteur va dans ma direction? Est-ce que je peux lui faire confiance à cette personne-là? Tant de questions qui, au final, lorsqu'on voyage, lorsqu'on commence à prendre un petit peu des kilomètres, à prendre des bornes, eh bien, on s'y habitue. En particulier, l'habituation au froid. Faut savoir que pendant 24 jours, j'ai vécu avec des températures exclusivement négatives, parce que j'étais en Chine, en Mongolie. Donc j'ai mis 24 jours pour refranchir la limite des 0 degrés. Donc la fin d'une expérience polaire extraordinaire en Chine-Mongolie, tout était complètement enneigé, mais qui m'a fait prendre conscience, voilà, de la formidable capacité du corps humain et surtout de sa rapidité, car en fait, même si on est né à l'Hiverdin, on peut vivre pendant des semaines par moins 35 degrés. Le corps s'acclimate très rapidement à ces températures extrêmes, même les 35-40 degrés. Au final, le corps arrive facilement à les supporter, à les tolérer. Et au-delà cette habituation thermique, c'est vraiment le symbole de la capacité de l'homme à s'harmoniser avec la nature qui l'entoure et à vivre avec son environnement, triomphant des événements, quels que soient-ils. Également cette partie, slide très coloré, sur les religions du monde, car j'ai toujours considéré que la compréhension des religions du monde, c'était la clé pour comprendre les peuples, les cultures. Au cours de mon voyage, j'ai pu échanger avec des fidèles représentant plus de 90% des croyances mondiales. Les hindous, qui sont plus d'1 milliard, les musulmans aussi, les chrétiens, les sikhs en Inde, les bouddhistes, etc. Toutes ces religions, ces 5 religions cumulées, ça représente les croyances de 90% de la population mondiale. J'ai appris ces religions, non pas dans les livres sacrés, mais plutôt en écoutant les fidèles, écoutant leurs histoires, ce qu'ils en pensaient. C'était à mes yeux presque encore plus enrichissant, puisque je pouvais percevoir directement ce que les gens percevaient de leur religion, plutôt que de m'arrêter au dogme.
Concernant les religions, j'ai eu la chance d'obtenir la bénédiction du pape lorsque je suis parti à Rome, de rencontrer le Dalai Lama, qui est quand même le chef de file de la religion bouddhiste, de visiter le lieu de naissance et d'illumination de Bouddha, deux des plus grands lieux saints du bouddhisme, les 3 lieux saints de l'hindouisme. Les 3 lieux saints de l'hindouisme, qui se trouve en Inde, avec le célèbre Varanasi. Le lieu saint des Sikhs, vous pouvez voir ce temple d'or. Et ce qui est rigolo, c'est que mon frère y était au même âge que moi, à 13 ans, lorsqu'il faisait son voyage en Inde. Donc le fameux temple d'or des Sikhs. Et puis j'ai également surtout vécu pendant 6 mois dans des pays musulmans. J'ai expérimenté 2 ramadans. Et voilà, j'ai connu les musulmans qui se trouvent en Turquie, mais également ceux qui se trouvent à l'autre bout du monde, en Indonésie, extrêmement loin, à des dizaines de milliers de kilomètres de la Mecque. Je veux bien, ouais. Et on va passer aux rencontres les plus marquantes. Donc voilà, autour d'un café, d'un thé, d'un verre d'eau chaude, un verre de jus de jument, un bubble tea, un verre d'eau chaude, ou simplement du Coca-Cola. J'ai écouté les hommes et les femmes du monde m'expliquer leur histoire, leur vie, leur pays. J'ai eu la chance d'assister à 4 mariages. Vous pouvez voir la photo du centre, hein, c'était un mariage ouzbek, d'être hébergé chez de nombreuses familles. Des villages extrêmement reculés, de rencontrer le Dalai Lama, des anciens combattants, des militaires, des personnes qui avaient été frappées par le séisme lorsque j'étais en Turquie, et puis également Marie, une jeune Française que j'ai rencontrée lorsque j'étais en auberge de jeunesse en Turquie. Marie qui m'a accompagné pendant 5 mois dans ce voyage. On a traversé de nombreux pays, que ce soit en Inde, au Laos ou au Cambodge. Donc avec Marie, on a fait de l'autostop. Elle s'est bien adaptée au mode de voyage. Voilà, les nuits dans les camions bennes ou avec la toile de tente à côté des égouts, etc. On a vécu de très beaux moments ensemble. Et enfin, dernière partie de cette deuxième partie. Je tenais à souligner la bienveillance, la gentillesse universelle. Au début de mon voyage, je pensais que la générosité dépendait de la culture. Au fur et à mesure des rencontres, j'ai pensé que ça dépendait de la religion, avant de réaliser que c'était surtout propre au genre humain, une constante universelle, que l'on soit en Chine, en Indonésie, en Turquie ou en Ouzbékistan. Voilà, j'ai trouvé partout des personnes qui m'ont accepté, des personnes acceptant de me faire monter dans leur véhicule. J'attendais très très peu en moyenne, peut-être 5 minutes, et même si à certains moments j'attendais plus longtemps, je ne me suis jamais résigné à prendre un moyen de transport, à me dire tiens, il va falloir que je prenne le bus, que je prenne le train, etc. J'ai toujours trouvé un véhicule, et quels que soient les lieux, sur ces 55 000 km de voirie. Voilà pour la fin de la deuxième partie. Je pense qu'on va faire une entracte. Merci à tous, c'est parti pour cette deuxième partie où essayer d'explorer quelques pistes de réflexion sur le monde en 2024. Car lorsque l'on voyage, notamment seul, on se pose de nombreuses questions. Donc voilà, quelques réflexions. En premier, on va parler du contraste culturel et en particulier de la chute des évidences. Car lorsque l'on voyage, lorsqu'on découvre des cultures qui sont un peu aux antipodes des nôtres, il y a énormément de choses qui nous paraissent évidentes pour nous, mais qui ne le sont pas pour d'autres personnes. Voilà, par exemple, ce qui va être poli en France va être mal poli en Inde, vice-versa, etc. Des choses qui sont choquantes pour nous sont la norme dans d'autres pays. Donc, il y a énormément de choses qui changent. Par exemple, voilà, en Inde, on mange avec sa main. En Inde, toujours encore, les hommes ne sont pas égaux en fonction de la théorie des castes, etc. Donc il y a des concepts très perturbants auxquels on ne s'attendrait pas. Et cette photographie, je trouvais elle assez marquante. C'était une école pour les fils de personnes lépreuses, car en Inde, les lépreux n'ont pas le droit d'aller à l'école. C'est comme ça. Et donc en fait, cette ONG, une ONG qui était tenue par les chevaliers de l'Ordre de Malte,
qui permettait en fait aux enfants des lépreux d'accéder à l'école et de fournir une éducation. Donc c'était un plaisir d'échanger avec eux. Un après-midi, il y a également de nombreux concepts qui n'existent pas, des mots qui existent dans la langue française mais qui sont inconnus. Certains peuples, voilà, il n'y a qu'un seul mot pour le futur. Donc, par exemple, dans 3 minutes, dans 2 heures, dans 10 jours, dans 5 ans, c'est après. Donc, on comprend mieux pourquoi certaines personnes, dans certains peuples, c'est plus difficile la ponctualité. Également, les nombres, la manière dont on compte qui n'est pas évidente. Il y a des gens, on compte jusqu'à 5 ou 6, puis ensuite, c'est beaucoup. Donc, pareil, c'est assez particulier. Et j'ai même rencontré, lorsque j'étais en Indonésie, sur cette île où était prise cette photo, où le mot problème n'existe pas. Donc ça, c'est assez fascinant. Les gens n'ont tout simplement pas de problème là-bas parce que c'est inconnu, c'est inconcevable d'en avoir. Grâce à cela, j'ai vraiment réalisé l'importance du langage. Au-delà d'une simple manière de communiquer, le langage, c'est un socle pour la pensée. La compréhension des langues, tout aussi vernaculaires soient-elles, c'est vraiment le premier pas pour la découverte des cultures, et c'est pour ça que je me suis attaché à essayer un peu de comprendre quelques mots, tout du moins dans chaque langue, car lorsque vous apprenez ces mots, ça fait comme des clés pour comprendre la culture du pays. Voilà, par exemple en Indonésie ou en Inde, des mots comme cousin, tante, grand-père, etc., ça n'existe pas, c'est la famille. La notion familiale, comme en Occident, bien définie, n'est pas du tout la même. Je me souviens, j'étais chez un Indonésien, il me disait, bah voilà, ça c'est mon père, ça c'est mon père, et plusieurs pères, plusieurs mères, et en fait, le mot père et le mot oncle, ou le mot mère et le mot tante, sont le même mot. Donc, bah voilà, une fois que j'ai connu ça, c'était plus simple de savoir qui était qui dans la famille. Et donc du coup ça m'a permis surtout de réaliser de prendre conscience de la complexité, de la beauté de notre belle langue française qui a par exemple des centaines de synonymes au mot dire, voir ou cuisiner, ce qui est une exception dans le monde. J'ai trouvé ça nulle part ailleurs. Donc une telle langue qui permet de faire la philosophie, de posséder une gastronomie raffinée, d'avoir un art, un savoir-vivre inégalé. Donc du coup il est vraiment de notre devoir, je trouve, de préserver cette belle langue française pour pouvoir cultiver notre jardin. Du coup, une question qu'on m'a souvent posée également, qu'est-ce que pensent les habitants du monde de la France ? Donc j'ai mis ces 4 personnalités car c'est assez rigolo, mais en fait, où que je me sois trouvé dans le monde, tout le monde connaît au moins un des 4. Il y a une photo qu'il faut mettre à jour avec un nez... avec un masque, avec une tortue ninja. Mais donc en fait, bah voilà, lorsque vous êtes en Chine, tout le monde connaît le général de Gaulle, qui a été le premier à reconnaître l'État chinois. Lorsque vous êtes en Azerbaïdjan, au Vietnam, au Kazakhstan, tout le monde connaît les musiques d'Indila. Vraiment une chanteuse extrêmement populaire, et c'est les gens qui l'écoutent, ça se passe spontanément à la radio, même pas des gens qui me demandaient de mettre une musique française, ils écoutaient ça. Lorsque vous êtes en Italie, au Kazakhstan, au Vietnam, les gens connaissent les films de Louis de Funès, et sinon partout ailleurs, voilà, vraiment Mbappé, la star internationale. On a du mal à réaliser son importance, mais lorsque j'étais en Malaisie, les gens ne connaissaient pas la France, mais ils connaissaient le pays de Mbappé. Donc c'est comme ça que je vais me présenter en disant que j'étais du même pays que lui, et les gens connaissaient comme ça. Donc vraiment, donc voilà, les personnes du monde nous font prendre conscience de la chance qu'on peut avoir d'être en France, que ce soit pour l'égalité des hommes et des femmes, manque de discrimination, la liberté de se déplacer, la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de la presse, l'éducation gratuite, la sécurité sociale, l'accès à un système de soins, une retraite, la laïcité, l'accès à la culture, etc., etc., une liste de droits et de libertés gigantesques qui n'existent que partout en France. On pourrait penser que voilà, qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, qui sont des pays riches, mais voilà, l'éducation pour une année d'université, c'est plus de 20 000 € l'année. Il n'y a pas de CPAM, de sécurité sociale, etc. Donc c'est vrai que le français, peut-être, si on reste en France, on a peut-être cette image du français râleur, mais je trouve que notre capacité à ne jamais être satisfait de nous-mêmes est enviée par tous les peuples du monde, dont aucun exclusivement n'ont les mêmes droits, les mêmes chances et les mêmes opportunités que nous
Donc cette chance d'être français, vraiment, on s'en rend compte lorsque l'on voyage. Parce qu'il n'a pas vu les résultats des législatives. Il est encore en Nouvelle-Zélande. Je pense que le français met des choses en tête évoluent. Les routes de la soie, c'est un nom qui fait vibrer. Moi, il y a beaucoup de gens qui sont des fans de Christophe Colomb ou des grands navigateurs. Moi, mon modèle, c'est vraiment Marco Polo. Et donc, me retrouver marcher dans ses pas au carrefour du monde, entre la civilisation chinoise, indienne, russe, farcie. C'était juste extraordinaire. J'ai passé plus de 2 mois entre l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Cette terre mystérieuse et incomprise qui est vraiment passionnante, qui fait que c'était l'Union soviétique il y a encore une trentaine d'années. Donc ça reste quand même assez russophone, mais il y a surtout l'influence de la Chine qui est de plus en plus grandissante, l'influence de l'islam également, avec un jeu de puissance entre la Turquie et l'Arabie Saoudite qui revient en force. Du temps communiste, la religion était interdite, et maintenant, lorsque c'est Ramadan, etc., les mosquées sont pleines. Et puis surtout les vestiges du temps de Marco Polo, donc d'un point de vue géopolitique, avec entre les Chinois, l'islam et les Russes, c'est très très intéressant. J'ai pu avoir beaucoup de conversations avec des personnes avec quelques mots de russe appris sur le tas. C'est également la terre des fameux bazars, les plus beaux bazars, les plus hauts marchés du monde. Je les ai rencontrés ici, le cheval, les étendues, les steppes, etc. Un endroit fascinant. L'éveil de l'Asie, alors c'est vrai qu'avant de partir de ce voyage, je pensais que le monde développé se cantonnait à l'Europe, aux pays anglo-saxons, ou peut-être à quelques exceptions telles que le Japon ou Panama. Je savais que la Chine, les Indiens se développaient, mais je n'aurais jamais imaginé le développement, la richesse et la technologie. Je pense que ce que je pensais des Chinois ou des Indiens avant de partir, c'est ce que m'a raconté mon père. Donc c'était peut-être la vision qu'il avait il y a 20 ou 30 ans. Mais les choses ont beaucoup changé depuis. Et c'est vrai, je m'attendais à trouver peut-être bête, mais de la famine ou ce genre de choses. Et au final, qu'on soit au fin fond de l'Inde, de la Chine, du Cambodge, etc., tout le monde mange à sa faim. Et voilà, en un an sur les routes, j'ai été émerveillé par les tours Petronas, les gratte-ciel de Bakou, les quartiers d'affaires indiens, les voitures électriques luxueuses vietnamiennes, les mégalopoles futuristes chinoises. La Thaïlande, la Malaisie ou le Kazakhstan sont sans doute des pays qu'on pourrait classifier dans le tiers-monde, mais au final, ils sont sans doute bien plus riches que des pays des Balkans ou d'Europe de l'Est. La croissance économique de cette région du monde est vraiment exceptionnelle. Beaucoup d'économistes s'attardent sur le fait que c'est une croissance qui est similaire à l'Europe d'après-guerre, aux 30 Glorieuses. Donc voilà, peut-être que mes grands-parents pourraient comprendre cette évolution, développement des mœurs. Il faut vous dire que les Chinois ou les Thaïlandais qui, à 30 ans, étaient tous en vélo, aujourd'hui, ils ont des voitures qui sont sans doute plus belles que les vôtres. Donc c'est vrai qu'on aura du mal un peu à réaliser cela. Le mode de vie des gens a également complètement changé, où ils sont peut-être plus occidentalisés, où ils découvrent les loisirs, les voyages, les relations familiales en sont énormément chamboulées. Et donc c'était intéressant de découvrir cela. Quelques chiffres sur ce développement économique. Tous les 8 ans, l'Inde double sa production électrique. En Indonésie, on construit chaque jour 20 km d'autoroute à 6 voies. En Chine, toutes les 24 heures, il y a un nouveau milliardaire. En une génération, les Cambodgiens sont passés de la famine et de l'illettrisme du fait de ce qui s'était passé dans les années 70 et les Khmers rouges à une nation touristique où chacun mange à sa faim et où il fait bon de voyager. Les Thaïlandais, eux, ils sont passés du vélo au pick-up Toyota dernière génération, et les fils des nomades mongols qui vivent dans des yourtes à traire des chevaux sont maintenant peuvent étudier et travailler dans les usines allemandes. Et encore un dernier, les Vietnamiens doublent leurs exportations de produits électroniques, téléphones, ordinateurs chez Nifi tous les 5 ans. C'est bizarre, mais lorsque j'étais en Chine, on avait l'impression que le pays, la Chine en particulier, est très en avance technologiquement.
Par exemple, on paye avec son iris, avec son œil lorsqu'on est au supermarché. Ils ont des voitures qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle complètement autonome. Voilà, il y a énormément de caméras, de contrôle. Donc après, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Mais voilà. Ensuite, j'ai également eu la chance de rencontrer ce qu'on pourrait appeler les peuples reculés. Je ne sais pas quel serait le terme exact, mais c'est les peuples qui n'avaient jamais vu d'étrangers avant de voir ma personne. Lorsque j'étais au fin fond de l'Inde, de l'Indonésie, vous pouvez voir là, c'est les bidonvilles de Mumbai en Inde, et c'est ces peuples qui n'avaient jamais vu d'étrangers. Et c'était extrêmement intéressant de voir comment ils interagissaient en voyant une personne. Donc il y a certaines personnes en Inde qui ne savaient même pas qu'il y avait des étrangers. Et donc, lorsque je parlais dans une langue qu'ils ne comprenaient pas, ils prenaient peur. Pour eux, c'était inconcevable que je ne parle pas leur propre langue. Donc, des personnes qui m'ont parlé pendant une demi-heure dans leur langue, croyant que je comprenais. J'ai essayé de leur faire comprendre que je ne pouvais pas comprendre. Mais lorsqu'on a été confronté qu'à qu'une seule langue dans sa vie, c'est impossible et inconcevable de rencontrer des personnes qui ne parlent pas la même langue. Ces personnes étaient néanmoins extrêmement sympathiques. Et aussi une anecdote, lorsque j'étais en Inde, il y a une personne qui m'a prise pour le Christ, pour Jésus-Christ. Et en fait, c'est un peu tragique, mais cette personne n'a jamais vu de personne de couleur blanche dans sa vie. La seule personne blanche qu'il a vue, c'était Jésus à l'église, sur les tableaux de l'église. Et donc du coup, il a fait le rapprochement. Et il n'a pas démordu. Et voilà, il a commencé à amener des gens pour témoigner, à me toucher mes vêtements. Il s'est mis à me prier, etc. À ce moment-là, j'étais en plus en visio avec mes parents qui n'ont pas trop compris ce qui se passait. Et voilà, et donc ensuite, il y a eu parce qu'on tout ça, on ne parlait pas la même langue, donc il m'a montré une image de Jésus pour bien me demander si c'était moi. Il m'a montré des photos des apôtres pour savoir si c'était mes amis et tout. C'était cocasse, mais voilà, et c'était difficile de réussir à se faire comprendre. Mais ça en reste pour moi un bon souvenir, mais en tout cas, ces gens étaient tous extrêmement sympathiques. Que très rarement, lorsque je suis arrivé dans les petits villages, que les gens partent en courant, ferment leur volet, etc. Le fait de voir un étranger, mais la plupart du temps, les gens étaient sympathiques. Ensuite, donc c'est pas vraiment exceptionnel. Donc voilà, quelques photos avec ces gens. Et ensuite, une dernière section qui a été mon père qui m'a demandé de l'instaurer, mon rapport avec les forces de l'ordre. Car en fait, lorsqu'on voyage, moi je pensais que, voilà, en Europe, ou du moins dans l'Occident, c'était vraiment le summum d'un point de vue démocratie et liberté, même ce qui est vrai, mais au final, il faut peut-être nuancer ce constat. J'ai peut-être eu plus de problèmes lorsque je suis arrivé à la douane en Nouvelle-Zélande que lorsque j'ai franchi la douane en Chine. J'ai passé plus d'1h30 à la douane néo-zélandaise. Ils m'ont tout fait fouiller mon sac, ils m'ont demandé de déplier ma toile de tente, etc. Ils sont très paranoïaques comme ils vivent sur une île. C'était la même chose en Australie. Là, cette photographie-là, c'était en Italie, où c'est interdit de faire de l'autostop. Moi, en tant que un Français du Nord, on pourrait penser, et de l'Est, on pourrait penser que les Italiens, c'est marqué interdit de faire de l'autostop, mais que c'est plus pour faire style. Au final, non. En 15 minutes, les carabinieri sont arrivés. Je suis allé au poste de gendarmerie, mais voilà, ça s'est bien soldé. Peut-être l'un des plus grandes frayeurs de ce voyage, ça aurait été avec les gardes frontières. Ça, c'est la photo de la frontière entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Vous pouvez voir, il y a un mur de barbelés, c'est assez impressionnant, ça ressemble au mur de Berlin. Et ça, c'est la photo que j'ai pris 30 secondes avant de me faire arrêter, que j'ai quand même réussi à conserver. Et voilà, les Azerbaïdjanais qui m'avaient pris pour un espion. Donc du coup, il a fallu que j'explique mon cas pendant 4-5 heures à la caserne de l'armée. C'était des jeunes qui faisaient leur service militaire, donc c'était intéressant de voir un petit peu le quotidien de caserne, moi qui n'ai pas fait mon service militaire, mais expliquer son cas avec Google Traduction lorsque vous êtes menacé par des kalachnikovs, après on est beaucoup plus serein et on relativise beaucoup plus. Et enfin, voilà, la police chinoise, je m'attendais un peu, comme la Chine peut-être mauvaise presse en France, que les policiers chinois ce soit extrêmement difficile et strict avec eux. Et au final, c'est peut-être les personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées. Beaucoup de voitures de police chinoises m'ont prise en autostop, comme celle-ci. Et lorsque j'arrivais pas à trouver de voiture, simplement j'allais à un péage chinois. J'expliquais mon cas
à l'armée ou aux gens qui vendaient les tickets de péage. Et en 5 minutes, avec le talkie-walkie, ils arrêtaient toutes les voitures, ils demandaient les directions. J'avais juste à dire où j'allais. Et c'est comme ça que j'ai fait pour me déplacer en Chine. Donc c'était extrêmement facile de faire de l'autostop sur toutes ces routes. Et, donc voilà, après il y avait bien sûr des agglomérations tentaculaires, des routes tellement Vous allez voir la diapo que je mets. chaotiques, etc. Mais en tout cas, voilà, tendre mon pouce sur les routes du monde a sans doute été la meilleure chose que j'ai entreprise dans ma vie. J'ai découvert les habitants du monde dans leur quotidien, j'ai échangé avec des personnes passionnantes, j'ai mangé des plats délicieux avec une ouverture d'esprit qui me sera utile pour toute ma vie. Ce qui m'a poussé à faire ce voyage, c'est la curiosité du petit enfant qui demande toujours pourquoi à son père ou sa mère. Et comme disait Antoine de Saint-Exupéry, toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je vous remercie. Allez, allez là! Allez!